Désolé Johnny, j'aurai quelques coupures, mais au moins c'est des coupures grossières quoi. Mais je vais bien, ma vie est cool et je suis très heureux dans la vie. Bienvenue sur Take It Easy, le podcast de Cool IT, où nous décryptons des concepts IT, où l'informatique est déconstruite et les invités sont cool. Houston, on a un problème. Nom de Zeus, que la force soit avec toi. Skiba, you move. Choisis la pilule bleue. Et tout s'arrête. Vers l'infini et au-delà. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons débunker le métier de développeur. Doit-on être passionné, bon en maths, être un homme ? Sur tous ces sujets, nous allons les aborder avec nos 4 invités du jour, Jordan, Samy, Florence et Marie. Comment vous allez ? Ça va et toi ? Super. Ah, super. Merci beaucoup, c'est la première fois qu'on me demande comment je me sens sur un podcast, c'est très gentil, merci. On pense à toi. Aujourd'hui, le métier de développeur est souvent cantonné à un archétype. Un homme, barbu, blanc, doué en maths, introverti et timide, ingénieur et fan de Star Wars. À l'heure des salons d'orientation et des choix décisifs pour Parcoursup, on s'est dit qu'un vent frais ferait du bien à nos étudiantes et étudiants en herbe. On va vous présenter différents parcours au travers de l'expérience de nos 4 invités qui ne rentrent pas dans les cases. Des parcours qui touchent au monde de la tech par des personnes très éloignées des clichés. Aujourd'hui, on va abattre les clichés en revenant sur plusieurs mythes autour des métiers de la tech. Et pour animer ce podcast, quoi de mieux qu'un bon vieux cliché ? Moi-même, un homme blanc, barbu, passionné d'informatique, doué en maths et fan de Star Wars. Je vais juste vous demander, en quelques mots, en quelques minutes, de vous présenter à tour de rôle. Est-ce que Florence, on pourrait commencer par toi ? Oui, tout à fait. Donc moi c'est Florence Alain, je travaille à Cool IT en tant que développeuse back-end. Et donc j'ai commencé en tant qu'opticienne, mon parcours pro. Et je me suis réorientée du coup dans l'informatique à l'aube de mes 30 ans. Voilà. Samy ? Moi, je me suis retrouvé en informatique par hasard, parce que j'ai vu la lumière au départ. Et j'y ai travaillé pendant 8 ans, donc comme développeur web full stack. Et ensuite, actuellement, là, je suis au chômage et j'envisage de changer complètement de métier pour devenir enseignant-chercheur en histoire. Marie ? Oui, donc moi c'est Marie, j'ai un parcours assez divers, disons, en marketing et communication, commerce, globalement. Et comme Florence, j'ai entamé une reconversion en informatique et je suis aujourd'hui développeuse front, plutôt, au sein de Cool IT. Et Jordan ? Yes, moi c'est Jordan. Pour le coup, j'ai fait que de l'informatique. Donc j'ai commencé, ça fait 5-6 ans que j'en fais. C'est juste maintenant, au sein de l'informatique, les choses. Enfin, j'ai changé de sous-domaine, on va dire. Donc je fais de la cybersécurité, ce qu'on appelle de la GRC au début, et pour aller dans tout ce qui est management des access, IAM. Et voilà. Merci à tous les 4. Pour notre première requête, maintenant qu'on a pu avoir un brève introduction de votre parcours, on va commencer du coup sur la première rubrique, la requête de tirage, où on décrypte le sujet de fond, donc le debunk du métier de développeur. Pour ce premier sujet, j'aimerais aborder finalement la première grande question qu'on peut se poser quand on est intéressé par le métier de développeur, ou en tout cas un métier dans l'informatique, c'est, et du coup je m'adresse à chacun d'entre vous, c'est à quel moment et comment vous êtes rentré dans la tech ? Qu'est-ce qui vous a amené à rentrer à travers vos différents parcours dans ce secteur ? Florence ? Bon, de base, je suis plutôt attirée par tout ce qui était ordinateur dans ma jeunesse. Et du coup, quand est venu le moment de se reconvertir, parce que j'étais dans un métier du coup qui n'était pas déplaisant, mais avec lequel j'avais pas vraiment non plus d'atome crochu, une grosse passion.
j'ai voulu du coup me réorienter. Et quand je me suis posé la question à l'occasion du coup d'un bilan de compétences qui m'a vachement permis de réfléchir sur moi-même et sur ce que je voulais vraiment en fait, et ben il est ressorti que j'avais envie de me rapprocher de l'informatique en fait, qui avait toujours été un centre d'intérêt en fait. Et donc du coup je me suis lancée dedans comme ça. En fait c'était surtout suite à une réflexion sur moi-même et sur ce que je voulais faire par la suite et sur le long terme quoi. Bah, je pense que moi, ça a été un fil. Depuis que je suis petit, je vais pas dire que j'étais passionné, mais j'ai eu des parents qui ont dit clairement fais un truc qui gagne de l'argent. Donc, c'était fais un truc qui gagne de l'argent. Moi, j'avance, j'avais un oncle qui était ingénieur, mais bon, ingénieur en informatique. Donc, de ma vision de petit enfant, c'était oh, c'est trop cool, il fait des trucs avec les ordi, je savais rien de ce qu'il faisait. Mais en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre un parcours qui allait me permettre de faire de l'info sans savoir ce que j'allais faire, dans le sens où j'ai d'abord fait école d'ingé, parce que ça ouvrait le plus de portes, et puis aussi école d'ingé ça gagne de l'argent, mais au-delà de ça, en école d'ingé, il y a le critère de... Enfin, il y a d'abord le truc de... Comment ils appellent ça on appelle ça le tronc commun, en gros, tu étudies plein de trucs, et après tu rentres dans une première spécialité, une deuxième spécialité dans mon école, et j'ai commencé à faire par élimination, donc je me suis dit, grosso modo, il faut que je gagne de l'argent pour les parents. École d'ingé, j'aime bien les ordinateurs, je jouais beaucoup à l'ordinateur quand j'étais petit, sans être un passionné, je dirais. Mais donc, j'ai fait une branche en informatique, et après dans l'informatique, il y avait encore des sous-catégories. Et je prenais des petits cours comme ça, et je voyais ce qui m'intéressait, ce qui m'intéressait pas. Et j'ai fait j'ai fait le tri pour arriver à ce qui m'allait un peu plus que les autres. Et donc j'ai continué dans ça, et même au sein de dans ma carrière, ça c'est encore plus loin, je pense que je continue même à faire le tri sur ce que j'aime bien, ce que j'aime pas, avec les bons côtés, les mauvais côtés de chaque type de poste ou type de travail en informatique, quoi. Donc c'était vraiment poussé par les parents et leur ambition, avec un mélange de ce que j'aimais plutôt bien, avec ce qui me correspond en tant que moi maintenant, grande personne, avec ce que j'aime faire et ce que j'aime pas faire, quoi. Voilà. Et je te poserai la même question aussi, juste avant, parce que j'ai oublié de la poser, mais je m'adresse à toi, Florence, mais juste avant, Jordan, du coup. Là, quand tu dis que c'est tes parents qui, du coup, ont poussé le fait que tu partes sur l'informatique, est-ce que c'était la seule option à l'époque? Et tu t'es dit, ok, c'est informatique parce que tu as un référentiel avec un ingénieur informatique, et eux t'ont poussé vers ce type de filière. C'était un choix qui était évident à l'époque? Ou t'as quand même hésité, comme tu dis, vu que tu fonctionnes par élimination au fur et à mesure? T'avais d'autres options où tu t'es dit, non, leur choix c'était juste, il faut que tu fasses de l'argent. Donc que je fasse de l'informatique, que je fasse docteur, autre chose, c'était ça. Après il y avait souvent le stéréotype, l'argent veut dire grandes études, longues études, donc naturellement école d'ingé. Et à partir du moment où je suis entré en école d'ingé, j'ai eu l'impression, après c'est trop bizarre parce que je crois que c'est la période où tu as 18 ans, où l'école n'est plus obligatoire, où tu es dans une école où tu fais ce que tu veux. Là j'ai l'impression d'avoir repris, on va dire, les rênes de ma vie. Et je me suis dit, ok, j'en suis là. Qu'est-ce qui me plaît le plus dans ce que je vois? L'informatique. Donc là, c'était un peu mon premier choix. Et après, c'est après que j'ai fait mes petits choix dans l'informatique. Comment je vais faire ce que je veux faire. Voilà. Finalement, l'évidence, elle arrive après. Ouais, c'est venu vraiment après. Je pense que c'était un peu avant parce que voilà, je touchais beaucoup l'ordinateur, et puis il y avait mon oncle. En fait, mon oncle, il a juste servi à mes parents à se dire, ok, s'il fait ça, mon oncle est un bon exemple, il va bien s'en sortir, c'est cool. Moi, j'ai choisi ça parce que j'aimais bien jouer à l'ordinateur, mais c'est vraiment à mes 18 ans, en école d'ingé, que je me suis dit, je sais que ça va être en informatique. Maintenant, on va voir comment se débrouiller pour arriver jusqu'à ce que j'aime en informatique, parce que c'est super large. Ouais.
Et toi, Florence, quand t'as fait ton bilan de compétences, t'as eu l'informatique, mais est-ce que t'as eu quand même des... Enfin, est-ce que l'informatique était une évidence au moment où t'as fait ton bilan de compétences et c'est revenu à toi et tu t'es dit, mais en fait, c'est ça que j'aime depuis le départ et je m'en suis pas forcément rendu compte ou j'avais pas eu l'occasion? Ou au contraire, enfin, t'avais plusieurs choix qui t'ont... et après, c'est devant ces choix que tu te dis, c'est ça mon évidence. Ben, quand j'ai démarré le bilan de compétences, j'avais vraiment aucune idée, entre guillemets, de ce que je voulais faire. Enfin, puisqu'on nous dit de choisir un métier, en fait, quand on arrive au bout du bilan de compétences, c'est pas de dire c'est quoi ton hobby. Donc, je savais vraiment pas dans quoi m'engager. Ça m'a permis de me poser les bonnes questions. Et en me posant les bonnes questions, en fait, il y a une espèce de taux de compatibilité qui ressort à la fin de ce bilan. Et le taux de compatibilité, il collait avec plusieurs métiers. Mais en fait, le plus haut taux de compatibilité, c'était vraiment avec l'informatique. Et en fait, quand j'ai regardé un peu les plus, les moins de chacun des métiers qui ressortaient, on va dire, dans le top 3, c'était clairement sur le métier de développeur informatique que je voulais me lancer. Du coup, je me tourne vers toi, Marie. Ça fait un peu écho en plus. Vous avez un parcours plus ou moins similaire, en tout cas dans la reconversion et après même dans les formations que vous avez suivies derrière. Toi, à quel moment, et du coup, t'as été amené du coup à te dire je vais travailler dans la tech et comment t'es rentré à l'intérieur? Alors effectivement, c'est similaire à Florence puisque j'ai fait aussi un bilan de compétences. Par contre, moi, c'est pas par passion pour l'informatique. J'avais quand même des facilités sur l'ordinateur et tout ça. Mais j'avais un côté très... je sais pas ce que je veux faire, mais j'ai envie de faire beaucoup de choses, mais très différentes. Enfin, vraiment, j'arrivais pas à me cadrer. J'aurais pu être dessinatrice de BD ou... enfin, vraiment. ou même travailler à l'extérieur. Enfin, voilà, j'avais besoin d'être cadrée, donc c'est tombé à pic pour le bilan de compétences. Et ça a été hyper pragmatique comme choix. En fait, ça m'a aidé à cocher des cases qui, pour moi, étaient des indispensables dans le métier que je voulais. Donc, par les expériences que j'ai eues avant, ça m'a permis de savoir ce que je voulais pas, enfin que je voulais plus. Et à la fois, j'avais mes critères quand même qui étaient indispensables pour mon futur métier. Notamment, j'avais besoin d'une partie un peu créative et que je réussis à trouver aujourd'hui dans le développement, même si c'est pas du tout l'image qu'on peut en avoir dans l'informatique. En tant que dev front, donc j'ai cette appétence un peu UX, UI que j'arrive à intégrer dans mon poste. Et aussi avoir de l'autonomie, mais à la fois travailler en équipe, être toujours curieuse. Enfin, je suis très curieuse de base et donc on apprend toujours, tous les jours et pendant tout le temps qu'on fera ce métier-là en fait. Et être stimulée intellectuellement, pas me lasser en fait. J'avais pas envie d'être lassée de ce que je fais ou de m'ennuyer dans mon métier. Et du coup, tout ça est venu se cocher. Et j'ai testé par moi-même d'apprendre HTML, CSS toute seule. J'ai fait des petits stages en entreprise pour voir vraiment le quotidien d'un dev. Et en fait, c'est venu comme ça, naturellement, après avoir coché toutes ces cases. Et par rapport à toutes les personnes qui sont autour de la table, t'es quand même finalement celle qui est la plus éloignée de l'informatique. Parce que je dirais que tous les 4 en dehors de toi, on baigne l'informatique depuis qu'on est quasiment tout petit, pour beaucoup. Et est-ce que du coup, quand t'as eu tout ce bilan de compétences, à la fin on te dit c'est informatique, tu t'es dit ah mais c'est évident, ou comme tu l'as dit, t'as quand même dû creuser derrière pour te demander mais est-ce que c'est vraiment ça correspond? Est-ce qu'il y a, à un moment donné tu t'es dit ok en fait c'est vraiment là où je veux aller, ou t'as eu pendant un certain temps ce moment où tu te posais toujours des questions en disant mais est-ce que vraiment c'est l'informatique? Est-ce que c'est vraiment un secteur? Est-ce que c'est un secteur auquel tu avais pensé à l'époque? En fait, j'avais pensé parce que quand j'étais à l'étranger en voyage, après mes études, j'avais rencontré des devs déjà qui travaillaient à distance. Et cet aspect travail à distance aussi me plaisait. Enfin, je m'étais un peu renseignée. Mon frère aussi est développeur. Donc, je connaissais déjà de loin le métier. Et donc j'avais déjà pensé, sans passer le pas, on va dire,
mais c'était pas nouveau, j'étais pas surprise ou quoi du métier. Je connaissais déjà un peu et pendant le bilan de compétences, moi, on m'avait demandé de faire des enquêtes terrain pour interroger plusieurs personnes. Notamment, j'hésitais entre dev et graphiste tout au début du bilan de compétences. Ça reste cohérent. Par rapport à aujourd'hui. Ouais. Avec cet aspect un peu créatif, Mais, justement, mais quand même sur l'ordi et tout. Et du coup, j'étais allée interroger plusieurs personnes. Je voulais vraiment comprendre le quotidien, le marché aussi, parce qu'au moment de ma reconversion, il y avait beaucoup de débouchés en informatique. Donc on nous disait aussi ça embauche. Et on en parlera peut-être après, mais aussi le fait d'être une femme, il y en a très peu. Mais ça pouvait être aussi un levier à l'embauche, justement. Maintenant, les entreprises sont un peu forcées, entre guillemets, à privilégier des profils de femmes dans l'informatique. Donc du coup, je m'étais dit, ça peut être aussi moins difficile pour entrer après en tant que junior. Donc ça, c'était les critères de l'époque, mais ouais, c'est plus ça qui ça s'est fait au fur et à mesure en fait, après des questionnements en terrain, un petit stage, etc., où j'ai fait mon choix assez naturellement, je dirais. De manière très pragmatique. Très pragmatique, ouais. Et toi, Samy, parcours aussi haut, parce que tu as fait d'autres études que l'informatique initialement? Non. Pas du tout. Tu veux pas en parler? Si, j'ai fait un IUT informatique de base, donc pendant 3 ans, parce que j'ai redoublé. Mais au départ, j'étais un élève au lycée déplorable. Et mes parents m'ont dit, comme Jordan, il faut juste que tu aies un métier qui paye. Mais je voulais être auteur. Donc de base, j'avais candidaté en UT métier du livre, et ça aurait pu être tout autre chose si j'avais eu mon bac du premier coup. Ce qui n'a pas été le cas. Et comme j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, mes parents m'ont dit il y a du taf en informatique, t'as qu'à y aller. Et donc j'ai fait l'IUT informatique, que j'ai eu puisque j'ai eu une bonne note au bac, mais c'est ça qui m'a sauvé. Sinon, de manière générale, au lycée, ça allait pas du tout et ça m'aurait pas permis aujourd'hui avec Parcoursup d'y accéder, je pense. Et voilà, du coup, une fois que j'ai été dedans, c'est là que j'ai découvert ce que c'était. J'avais aucune idée de ce que ça pouvait être avant le métier d'informaticien en général. Et j'ai éliminé très vite le réseau pour faire du développement. Et c'est surtout au stage de 3e année qu'on m'a mis à faire une application au centre de gestion de la fonction publique territoriale de mon département. De A à Z, from scratch, donc le back et le front. Donc j'ai utilisé du PHP pour le faire et j'ai pris des technologies, celles qui étaient recommandées par le gars qui m'encadrait. Et puis après, de là, je me suis développé sur les technos que j'utilise aujourd'hui. Donc toi, finalement, par rapport à nous tous à côté, l'informatique, c'était pas une évidence à ce moment-là, quoi. C'était vraiment un choix contraint, où on t'a dit tu dois partir là-dessus, puis tu vois un peu comment ça déroule. Ouais, c'est ça. Au départ, j'étais même opposé à faire des études d'informatique, mais on a une famille où on s'oppose pas trop jusqu'à un certain âge, au-delà de 18 ans, possiblement. Et au début, le deal, c'était je fais 2 ans d'informatique, comme ça j'ai un parachute, et après je fais des études d'un métier qui paye pas, genre histoire, philosophie. On pourra en parler un peu après. Bon, et puis après, arrivé à la fin des 2 ans, j'ai quand même continué les études dans autre chose. Là, je m'adresse à tout le monde sur qu'est-ce qui vous a le plus surpris en entrant dans vos études ou sur votre premier job par rapport à l'idée que vous faisiez de l'informatique. Florence? Moi, ce qui m'a le plus surprise, c'est que j'ai toujours entendu dire qu'il fallait être passionné, sinon tu te n'es pas dans ce métier, parce que c'était hyper dur, tout ça. Et du coup, moi, je me sentais pas du tout passionnée à ce point-là, quoi. Enfin, ça m'intéressait
Et c'était quelque chose que j'aimais faire, mais je me sentais pas... Enfin, je respirais pas par le biais du code, quoi. Donc, du coup, je me disais, mais je suis peut-être pas faite pour ça, quoi. Du coup, je suis pas prête à passer mes nuits à coder ou des choses comme ça, quoi. Et en fait, quand on arrive dans le milieu du travail, on se rend compte que c'est pas vrai du tout. Enfin, faut pas être... Enfin, pour moi, passionné, c'est peut-être pas le bon mot, quoi. Faut être intéressé, c'est sûr, parce que si on n'est pas intéressé, devoir débugger et voir des erreurs toutes les 2 secondes sur son écran, ça peut être énervant. Donc faut quand même être intéressé par ça, aimer enquêter, analyser, être assez patient, mais être passionné, je pense pas que ce soit le bon mot. C'est un terme qui a des enfin, le terme passionné, c'est un terme que tu as vu dans le cadre de ta reconversion, et c'est des personnes qui te l'ont dit, ou c'est des choses que tu as lues quelque part, enfin, comment tu... C'est des choses que j'ai beaucoup lues, je pense, quand je me suis renseignée sur le métier. Ok. Donc des trucs typiquement des fiches métiers en fait qu'on peut retrouver sur internet ou éventuellement des gens qui en parlaient sur des forums. C'est une idée en fait, c'est une espèce de légende urbaine qui tourne et qui s'entretient en fait. Ou alors c'est moi qui interprète pas le mot passion correctement, je sais pas. Mais pour moi c'était pas... c'est pas un critère. Quelqu'un d'autre, vous avez une... Jordan? Moi, ce qui m'a surpris, c'était de voir à quel point il y a tout un côté social. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Et je pense même il y a tout ce truc de... T'es quelqu'un, t'aimes l'ordinateur, t'es sur ton ordinateur. Informatique, let's go, tu pourrais être développeur, tu pourrais être comme ça, il n'y a pas besoin, t'es dans ton truc. Et en fait, non. En fait, non. Et après, moi, mon parcours, c'est quoi? J'ai fait école d'ingé, du coup, en faisant mon petit parcours, je suis arrivé dans des classes, finalement, où il y avait beaucoup des gens qu'on appelle des geeks, ou des gens qui étaient très, très forts en informatique, qui faisaient des trucs, je sais pas, il y avait un truc qui s'appelait... j'ai oublié comment ça s'appelle, mais c'était un peu un truc de pentester, où tu t'amusais à hacker des choses, et ils étaient en groupe, et ils faisaient ça, et c'était leur truc, et tu te dis, mais ok, c'est eux, il y a une relation entre l'ordinateur et la personne, elle est incroyable, c'est trop bien. Moi, je ne me sentais pas trop comme ça, mais j'avais l'impression que j'allais rentrer dans un milieu qui allait être comme ça. J'allais dans une entreprise avec des gens qui communiquent avec leur ordinateur, et en fait, je me suis rendu compte que quand tu viens, ton expérience au travail, elle va pas dépendre de ton ordinateur, elle va beaucoup plus dépendre des gens avec qui tu es. Et justement, il y a ces gens-là qui avaient peut-être cette relation avec cet ordinateur-là, elles n'avaient peut-être pas cette relation avec d'autres personnes. Ça pouvait tomber sur une ambiance qui était pas bonne au travail, que ce soit pour eux, ambiance avec des collègues, ou bien même avec leur manager, parce qu'ils peuvent faire des choses, mais soit on va peut-être les exploiter, soit il n'y aura pas de communication, soit il y aura un problème en fait, social dont on ne parle pas souvent, parce qu'on se dit que informatique, c'est si tu ne veux pas faire du social, fais de l'informatique, t'es devant ton ordi, et c'est pas du tout aussi facile que ça en fait. Et on voit même des gens qui font pas d'informatique, qui sont dans un milieu informatique et qui s'en sortent très 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 bien, parce que ils ont ce truc de quand on échange, on apprend, on prend l'information qu'il faut, et puis on répond aux besoins informatiques sans faire de l'informatique, parce qu'il y a ce côté social dont on ne parle pas souvent en vrai, je trouve. Non. Ton retour d'expérience en école d'ingé rejoint la mienne. On nous a, le social, on l'a jamais vécu entre finalement moi c'est un peu mon retour sur le coup, je fais un mini retour d'expérience là-dessus, mais en école d'ingé, je vais un peu le même ressenti que toi quand je suis arrivé aussi. C'est que pareil, je pensais qu'il fallait être passionné. Sur le coup, je l'étais quand même un peu, mais pas au point des personnes que j'ai rencontrées sur place. Il y en a certains qui étaient vraiment passionnés, mais ces gens-là, c'est un peu ce que tu dis, la seule conversation qu'ils avaient, c'était quasiment qu'avec leur ordinateur, mais la partie sociale, humain, finalement très peu, alors que, en fait, comme tu l'évoques juste avant, c'est qu'on apprenait beaucoup plus vite dans le groupe, par exemple, que j'étais, où on parlait beaucoup
on avait beaucoup d'activités, même extra-informatiques. Mm. Et juste entre nous, du coup, on apprenait, quand on avait des projets, on travaillait ensemble et on apprenait beaucoup plus. Du coup, parce que socialement, on était un peu plus aptes que certains. Et ça nous permettait d'avancer plus vite, je trouve. Et aujourd'hui, en tout cas, comme tu dis, c'est que le social dans l'informatique, on l'oublie trop souvent. Et souvent, quand on l'oublie, c'est, je trouve, là où le métier perd un peu de son bon côté. Et la qualité du travail aussi, s'en fait ressentir derrière. Mais en effet, c'est bien de souligner que le social a sa part dans l'informatique, même si on pense qu'on ne parle qu'en 0 et en 1. Est-ce que Marie ou Samy, vous aviez... Vas-y, j'étais en train de penser à un truc. N'hésite pas, hein. Là, j'ai oublié, là. Ah, ok. Qui m'a surprise, non, je rejoins Florence vraiment sur le côté où moi c'était dans ma promo. J'ai fait 2 formations dans ma reconversion où il y avait effectivement les passionnés, comme il le disait. Et où du coup on peut avoir un syndrome de l'imposteur assez énorme au début, à se dire mais qu'est-ce que je fais là en fait. Tout au début je me disais mais ça se trouve je me suis complètement plantée quoi. Et jusqu'à ce que tu comprennes que ceux qui parlent pas trop et qui sont dans la promo et qui font leur truc dans leur coin, ils sont comme toi et que c'est pas ceux qui font plein de bruit qui représentent la majorité. Et non, en fait, ça peut être même une force, ça rejoint un peu ce que tu as dit Jordan aussi, d'être en reconversion. Tu arrives aussi avec un bagage qui est utile dans le métier, en compétences transversales, d'avoir une appétence métier plutôt, de bien comprendre les besoins, la communication, en gestion de projet, en fait tout ça, tout ce qui gravite autour du métier, on ne l'apprend pas forcément vraiment pendant la formation, mais aujourd'hui j'ai l'impression que c'est quand même une force qui vient contrer ce syndrome de l'imposteur. Est-ce que Samy, toi tu aurais quelque chose à rajouter? Et je rejoins même ce que dit Marie au sujet du métier. Je pense que sans s'intéresser au métier comme on peut l'imaginer, tu peux pas faire bien ton travail de toute manière. Ce qui m'a surpris quand je suis arrivé dans l'IUT informatique, déjà on était 100, il y avait une femme au total. Donc pendant la première année, ensuite 8 la deuxième année. Ça surprend un peu. Que ça augmente, ouais. Que ça déjà augmente, aussi. Ça a augmenté, ça va sûrement beaucoup augmenter depuis. Je crois que avant c'était 50%. Il y a une génération par le passé, ça a changé entre temps, peut-être que ça rechange aujourd'hui. Et une fois arrivé dans le métier, la quantité de personnes qui sont en reconversion, qui sont pas du tout passées par un UT ou une école d'ingé. Dans une équipe de 6, on pouvait être peut-être 2 à avoir fait un UT informatique ou une école d'ingé, et tous les autres qui étaient de très bons devs s'étaient formés soit tout seul, soit en ligne ou avec un pote ou une pote à eux. Et ils étaient très bons. Et ce qui enlève rien à la qualité de la formation qu'on a reçue à l'IUT, où on a quand même balayé tous les sujets avec une structure très, très bien. Et c'était une très bonne école, mais au final, c'est pas un point de passage nécessaire pour devenir dev et bon dev. Là, on a parlé de ce qui vous a surpris, mais du coup, tout simplement, ce que personne ne vous avait dit avant de commencer. Comme l'informatique n'était pas un sujet premier, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise avant de commencer? Moi, je sais pas si c'est lié à l'informatique, mais c'est plutôt au monde du travail. Ok. De mon expérience, alors pour savoir, j'ai fait l'école d'ingé, j'ai fait mon stage, j'ai commencé en boîte de conseil. Et j'ai eu une bonne mauvaise expérience de la boîte de conseil. Et ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est que, en fait, syndrome de l'imposteur ou pas, vous avez de la valeur. En fait, tu as de la valeur. Et ça, tu as tendance à ne pas le savoir quand tu rentres dans une boîte, surtout en nouvelle personne. Tu te dis, il faut que tu prouves ta valeur, il faut que tu te surpasses, il faut que peut-être que
l'autre personne connaît plus de choses que toi, est plus qualifiée ou bien a plus de valeur en termes de connaissances informatiques. Et donc, tu peux te mettre une pression qui n'a pas lieu d'être. Et en fait, ce qu'on ne te dit pas, c'est que ta présence a déjà une très 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 grosse valeur, que ce soit sociale, que ce soit monétaire aussi. Et en fait, je trouve qu'il y a... Ça dépend des boîtes, hein. Moi, c'est mon expérience. Mon expérience fait que j'ai eu l'impression que j'étais sous-évalué. Dans le sens où, par comparaison ou quoi, je me disais que c'est trop bien d'avoir ce travail, il faut que je le garde, il faut que je fasse tout ce qui doit être... tout ce qui puisse être fait pour le garder. Alors qu'en fait, en soi, le fait d'être là, c'est amplement suffisant. Le fait d'avoir une mission, d'aider, en fait, tu aides beaucoup sans le savoir. Et ça, je ne le savais pas au début, en tout cas. Et c'est vraiment après, en fait, c'est une fois que je suis passé en indépendant que j'ai vu tout ce qui se passe qu'on ne connaît pas en tant que salarié dans une boîte de conseil, quoi. C'est vraiment ce syndrome de l'imposteur qui t'a accompagné sur tes premières années, où t'avais l'impression que du coup t'étais pas... Oui, en fait, il y a de ça. En fait, il y a cause-conséquence. Déjà, j'avais ce syndrome de l'imposteur, dans le sens où je me disais... Je me considérais déjà comme un alien en école d'ingé. Les conversations, je vous ai dit, ils jouaient à faire ci, ça, attaquer des trucs super pentest. Je me souviens que j'ai fait un voyage où j'ai fait des cours de pentest, où je suis sorti de là. En fait, les cours, ce ne sont pas les cours qui m'ont dégoûté, mais c'est plus les amis que je m'étais fait, ils adoraient ça, et moi, je ne comprenais pas comment on pouvait adorer ça. Je n'aimais pas ce que je faisais, donc je partais à côté de ça, je faisais du sport, je faisais du basket, de la danse, et je prenais vraiment l'informatique comme un... Bon, il y a l'informatique, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a plein d'autres choses. Et donc, j'arrivais limite à un dégoût de... par exemple, le pentest, je prends le pentest, ça peut être autre chose, hein, mais ça, à petite dose. Le cours, je sors du cours, c'est fini. Et donc, je me considérais déjà comme un alien, c'est-à-dire que je n'étais pas dans les conversations, je vais sortir de classe, je ne vais plus avoir de conversations sur l'informatique ou autre chose. Donc, arriver dans le monde du travail où tu peux rencontrer des gens qui sont un peu comme ça, tu peux déjà avoir ce truc de toute ma scolarité, j'ai pas été cette personne-là. Donc, peut-être que je ne suis pas entouré de ma communauté, peut-être c'est d'autres personnes en fait. Donc, peut-être que je vaux un peu moins qu'eux, en tout cas dans ce domaine-ci, je vaux un peu moins qu'eux. Et là, donc ça c'est la cause qui vient de moi, hein. À côté de ça, dans la boîte, on allait peut-être me mettre sur des missions, je n'allais pas les connaître. Enfin, on allait me dire, tiens, on va te mettre sur tel logiciel, va l'apprendre pour le comment on appelle ça, pour l'entretien. Et donc mes entretiens, c'était moi apprenant un logiciel pour faire comme si j'étais très fort là-dessus. Et moi, ça m'a traumatisé. Moi, ça m'a traumatisé. Et donc, je me disais j'avais encore plus ce truc de... Et je ne connais pas ce logiciel. Et je ne suis pas partie de ce truc. Et je ne connais pas ce logiciel. Il faut que je l'apprenne. Et puis, si l'entretien se passe mal, qu'est-ce qui va se passer ? Je serai un boulet pour l'entreprise. Enfin, on va refaire un autre entretien avec quelqu'un d'autre. Ce sera un autre logiciel ou un autre sujet. Et en fait, à chaque fois que je refaisais mon CV, parce qu'il fallait tout le temps un peu le refaire, j'ai jamais autant eu ce syndrome que quand je regardais mon CV. Alors que mon CV, il y a des gens qui me disent il est super bien ton CV, t'as fait des grandes choses. Quand je regardais mon CV, je me disais ouais, mais j'ai pas ça, j'ai pas. Et puis il faut que j'apprenne quelque chose pour un nouveau, sans ça veut dire qu'il est pas suffisant. Et j'ai beaucoup eu ce truc-là en fait. Et je trouve que en grandissant, au niveau de ma carrière, c'est une des choses que je regarde et je me dis, en fait, ton CV, il est suffisant. C'est juste qu'on ne t'envoie pas vers
les bons endroits. Votre CV il est suffisant, votre expérience elle est suffisante pour faire ce que vous faites aujourd'hui. Et après vous allez évoluer et c'est juste que en fait, vous êtes au bon endroit au bon moment. Et il faut juste pas l'oublier en fait. Donc finalement, le problème, c'était pas toi et tes compétences, c'était vraiment les personnes qui vendaient tes compétences, mais du coup, les vendaient pas, les plaçaient pas au bon endroit. C'est ça. Et que tu as réussi au fur et à mesure de ton expérience de prendre ce recul, et après de pouvoir te dire, mais en fait, le problème, c'est pas moi. Bon, après, de mon expérience, je pense que ça peut beaucoup arriver à des nouvelles personnes, que ce soit qui sortent de l'école ou bien qui viennent de faire leur reconversion. Il peut y avoir ce sentiment de je suis nouveau, je ne connais rien, et donc suis-je légitime. Suis-je légitime, ouais. Alors que oui, vous êtes légitime et c'est juste maintenant aller prendre ce que vous. En fait, il faut que ce soit ludique. Apprenez quelque chose et aller vers l'endroit où on va vous demander votre chose et pas dans ce truc de je ne sais rien donc ou que j'aille c'est pas bon. Ça dépend aussi beaucoup de l'environnement de travail. Enfin, du coup, Ouais. j'ai vraiment l'impression que dans n'importe quel milieu c'est le cas, mais l'entreprise dans laquelle on met les pieds joue énormément sur comment on se sent et comment on peut évoluer sereinement ou pas, quoi, si on nous donne les moyens en temps, en compétences, surtout dans l'informatique où on doit souvent apprendre, se mettre à jour, etc. Ça joue beaucoup, je trouve, les collègues de travail, les patrons. Non mais c'est vrai, c'est... Le social. Ouais, bah oui, le social, voilà. Je vais juste revenir à la première question qui était de ce qu'on t'aurait aimé qu'on te dise avant de commencer. Là, on a parlé du syndrome de l'imposteur et on a parlé du coup de l'importance de la première expérience derrière, qui donne ou non confiance, notamment quand on est dans un cadre de... en fait, l'éducation qu'on a suivie, c'est pas forcément ce qu'on aime le plus, en tout cas le secteur qu'on a choisi, qu'on est en pleine reconversion, donc on se pose des questions, on est forcément dans une situation de doute. Et toi, de ton côté, comme tu étais dans une formation que tu as toi dû même suivre, qu'est-ce que tu aurais aimé quand même savoir avant de commencer dans ce milieu et comment ça s'est passé pour toi? Peut-être deux choses. La première c'est que on finit toujours par progresser si on y met un peu du sien. Enfin, un peu du sien. En fait, au début, comme Jordan, et je pense comme tous les développeurs, mais c'est sans doute vrai pour les autres métiers, j'ai eu le syndrome de l'imposteur très fort. Je l'ai encore, je l'aurai encore si un jour je retravaille en développement. Parce que il y a toujours des choses qu'on ne sait pas, ça avance très vite, c'est très large. Une fois que tu connais le langage, il y a aussi les patterns à connaître. Il faut les connaître, il faut savoir les placer. Tout ça en étant en capacité de travailler avec le métier, de comprendre le besoin aussi des clients, etc. Donc de toute manière, il y a des choses qu'on ne saura pas faire, mais on va quand même progresser. La première année, on va nous apprendre des concepts aussi complexes qu'une boucle ou une condition, que possiblement à mettre un certain temps à comprendre. Personnellement, ça a été mon cas. Qui auront l'air de babioles, genre dans 2-3 ans en fait. À partir du moment où on va pratiquer, on va se poser des questions, on va essayer de résoudre des problèmes qui nous sont posés par d'autres, mais on va essayer de les résoudre à notre manière, de la manière la plus simple qui soit, la plus automatisée, etc. À la fin, on va finir par apprendre des choses et ça va se faire tout seul. Il n'y a pas de... Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Genre, si tu penses que tu es un imposteur, t'inquiète, tu progresseras. Ça va aller. Et la deuxième, j'ai oublié. C'était quoi la question ? C'était de ce que tu aurais aimé savoir avant de commencer. Ah oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais partager là-dessus? Oui, mais vous en parlerez peut-être mieux parce que vous avez Marie et Florence, vous êtes reconvertis avec succès, mais si on n'aime pas, c'est pas grave, on peut faire autre chose après. Et ça, c'est valable dans d'autres métiers. Faut l'avoir en tête, c'était un métier d'avenir quand j'ai commencé mes études, quand je les ai terminées, quand j'ai eu mes premiers tafs, c'était un métier d'avenir où on pensait que ça continuerait toujours et tout, et là ça craint un peu, c'est pas forcément lié à l'informatique et sans doute moins ça lié à qu'on le dit.
plus à la situation économique générale, mais c'est plus dur aujourd'hui de trouver un travail qu'il y a ne serait-ce que 2 ans. En développement, en développement avec les technos que j'utilise, qui sont Laravel et Vue, j'aurais plus de facilité avec Symfony peut-être, mais c'est un autre sujet. Oh, Pas Non. sûr. Mais non, attends, mais du coup, c'est de manière générale. Ouais, c'est assez génial. quand tu dis que c'était un métier d'avenir et ça ne l'est plus, entre guillemets, C'était pas un Tu- métier d'avenir. tu parles de quoi? De développeur De développeur. Ah, développeur, ok. De sécurité et tout, je sais pas. Mais du coup, c'est lié au langage Non, ou développeur de manière générale. a priori, c'est juste que les boîtes émettent leur projet informatique un peu en sommeil. Et les boîtes qui pouvaient être très dispendieuses qui pouvaient dépenser beaucoup d'argent pour des projets informatiques, de ce que j'en sais, elles les mettent en sommeil parce qu'elles n'ont pas de visibilité sur le futur. Donc elles recrutent moins des devs à faire des projets soi-disant spécifiques. C'est bon de savoir. Tu t'en rendras compte. Hein? Tu t'en rendras compte. Bah, pardon, tu fais quoi? Tu t'en rendras compte. Je m'en rendrai compte. Bah, non, en vrai, je dis ça parce que des fois, je me dis, ah, mais peut-être que dev, ça peut être bien. Et tout. Et parce que moi, j'ai un métier un peu en, comment on appelle ça, technico-fonctionnel. Donc, je suis un peu entre les deux. On parlait de communication entre les gens devant leurs écrans et les gens qui parlent. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait un métier entre les deux. Et je le suis. Donc, j'ai découvert que je servais à quelque chose. C'est un peu aidé pour le syndrome de l'imposteur. Mais donc, des fois, je me dis... on parlait des conditions, ce qu'on aime bien, le télétravail, des choses comme ça. Je me suis dit peut-être que développeur, ça peut être pas mal pour le télétravail ou des choses comme ça. Mais donc bon, ça va. Mais ouais. Après, je crois que c'est une tendance un peu générale, même dans l'industrie aujourd'hui, il y a tout qui ralentit en fait. C'est pas que le développement. Ouais, on a un contexte extrêmement tendu, mais sur beaucoup de secteurs. Et en gros, ce qui est un peu nouveau, c'est que jusqu'à présent, comme vous l'avez tous dit, c'est que l'informatique, c'était l'Eldorado en termes de marché du travail. On trouvait dès qu'on finissait nos études, ce qui était le cas il y a encore 10 ans. C'était pas du tout compliqué de trouver du boulot. Aujourd'hui, c'est plus dur. Mais c'est parce qu'en effet, le marché s'est tendu, notamment en Europe. Et le temps qu'il trouve un nouveau rythme et qu'il puisse repartir, forcément, ça prend un peu de temps. Ça va repartir, c'est juste qu'on ne sait pas encore aujourd'hui quand. Est-ce que Florence, tu as quelque chose que tu voulais rajouter sur la partie de ce qu'on t'aurait aimé savoir avant de commencer? Ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer. Nous, dans la partie reconversion, je sais pas si c'était ton cas, Marie, mais je trouve qu'on a beaucoup été mis en garde, du coup, contre tout ce que toi, t'as vécu, Jordan. Petite interruption pour vous préciser que la formation dont Florence fait référence ici s'appelle O'Clock. Bonne écoute! Donc, tout ce qui était passer son temps sur l'ordi, ne pas faire de sport, tout ça, en fait, ça ne nous concernait pas vraiment parce qu'en fait, vraiment, c'est l'institution qui nous mettait en garde contre ces trucs-là. Et donc, qui nous disait, en fait, oui, faites attention, si vous codez H24, à un moment, vous allez voir les lignes qui vont se croiser et puis vous allez plus servir à rien. Donc, quand vous avez un blocage, vous sortez, vous allez vous aérer, c'est hyper important de faire du sport. Faut pas penser à ça H24, il faut sortir, il faut faire d'autres choses, il faut changer les idées. Donc on était pas mal mis en garde contre ça, contre le syndrome de l'imposteur aussi. Mais ça n'empêche pas de le ressentir. Je pense que c'est un peu propre au métier, comme tu disais Samy, qui évolue super vite en fait. Et, mais dans lesquels on s'ennuie pas. Du coup, parce qu'on découvre toujours plein de trucs, quoi. Donc, mais il n'y a pas de choses que j'aurais aimé savoir spécialement. Je trouve que justement dans la version reconversion, on est quand même pas mal... En fait, je pense qu'ils nous mettent vachement en garde parce qu'ils se disent, dans la reconversion, il ne s'agit plus de se planter, quoi. C'est entre guillemets votre deuxième chance, ou je sais pas combien de deuxième chance, mais l'idée c'est d'avoir une reconversion efficace. Et donc ils nous mettent en garde sur tous les aspects du métier qui peuvent
qui peuvent être désengageants pour la suite, quoi. Et ça, ils le font avec tout le monde, Ouais, franchement. de manière systématique. C'est. En tout cas, dans l'établissement où il y avait plusieurs reconversions dans plusieurs métiers, ils avaient l'air d'être assez. Assez portés sur la prévention. Donc, je pense que c'est objectifs. Ouais, je pense que c'est lié à la reconversion. Ouais. Faites attention, c'est quand même un milieu. Moi, on m'a dit aussi, c'est un milieu très masculin. Est-ce que vous allez supporter ça? Je suis pas sûre qu'on dise ça forcément quand tu t'engages dans des études. Je sais plus comment on dit, mais juste après le bac, quoi. Je sais pas après si les écoles aujourd'hui ça a évolué, mais en tout cas, moi je sais qu'il y a bientôt 20 ans, quand ça datait, mais en tout cas à l'époque tous ces sujets étaient invisibilisés. Enfin, nous on était, je crois qu'il y avait 15, on était 200 mecs et 15 nanas, un truc comme ça. Ça réduisait année après année, peut-être un peu plus la première année, puis après ça fait que diminuer. Mais on invisibilisait le sujet. Merci pour vos différents retours. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la rubrique suivante. En réalité, j'avais plein d'autres questions, mais là, sur le coup, le podcast va pas durer 1 heure, mais beaucoup plus. C'est pas toi qui le montre. Et lui, tu peux faire un spécial sur lui, du coup. Avec vidéo, on fera tous les montages et tout. La rubrique s'appelle donc le Game Over, où on débunk des idées reçues sur notre sujet d'aujourd'hui, qui est du coup le métier de développeur et ses clichés. Je vais me tourner vers vous, Marie-France. J'ai un premier cliché. Dans l'informatique, on associe souvent l'informatique aux mathématiques. C'est vraiment un des biais. On en parlait un petit peu au début de nos échanges, en dehors de l'enregistrement. Mais c'est vraiment un des biais permanents. C'est, quand on va à l'informatique, il faut être bon en maths. Mais alors, est-ce que c'est vrai? Non. Merci beaucoup, Marie. C'est tout pour moi. Voilà, c'est tout pour moi. Non, il n'y a pas besoin d'être bon en maths. En fait, je pense que c'est plus à prendre comme une indication. Parce qu'évidemment, si t'es bon en maths, c'est peut-être plus facile. T'as ce truc en moins à penser, entre guillemets, quand tu fais un algorithme, tu vois. Mais en fait, c'est pas un besoin. Je pense que le terme peut-être qui est un peu plus approprié, c'est avoir une certaine logique. Mhm. Mais la logique, c'est un truc qui s'acquiert aussi. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas besoin d'être bon en logique. Mais il faut avoir envie de le travailler. Il faut pas que ça te rebute la logique, quoi. Mais franchement, non, les maths, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est... Oui, je pense que c'est plus par rapport à la logique et de toute façon, à force de faire, ça finit par venir. Donc, c'est pas un critère d'entrée pour moi. Moi, j'ai l'exemple de ma propre expérience qui est très parlant quand même. En terminale, j'avais 5 de moyenne en maths. Et en fait, pour le bac, mes parents m'ont forcé à prendre des cours particuliers. Et donc, il y a une prof qui a réussi à me faire apprendre les maths avec des fluos, de manière très visuelle. Enfin, elle avait une méthode d'apprentissage qui sortait complètement de ce que j'avais vu en cours. Et j'ai eu 18 au bac de maths. Wow. Et en fait, j'ai tout compris. J'étais choquée de ne pas avoir eu 20 sur 20. C'est énorme. Tellement j'avais tout compris. Enfin, vraiment, pour moi, c'est vraiment une question de, comme tu dis, de logique. Chacun a sa manière de comprendre les choses. Et pour moi, les maths, c'était pas parlant, en fait. Les cours qu'on avait, très abstraits. Je me souviens, je m'étais fait opérer mes dents de sagesse, donc j'avais loupé le début d'un chapitre important, mais c'était foutu. Enfin, vraiment impossible à rattraper. Et en fait, la manière dont on apprend et on comprend diffère, je pense, tous. Et en effet, je suis d'accord. Moi, aujourd'hui, quand je dois écrire un algorithme, comprendre comment telle donnée vient du bac, arrive au front, passe par tel filtre, etc.
je me fais un schéma en fait, un schéma très visuel, donc je fonctionne comme ça et ça m'aide à comprendre le fait de juste de visualiser et de faire le chemin. Je le comprends comme ça en fait. Et tout le monde ne fonctionne pas comme ça, donc il faut pas que ce soit bloquant en fait, que les personnes se disent j'aime pas les maths ou je suis nulle en maths, donc du coup c'est pas fait pour moi. Vraiment pas du tout. Ouais, t'as différentes manières d'arriver à tes Ouais. fins d'apprentissage pour comprendre comment le faire. Mais du coup, Samy, toi qui étais Nul en maths. nul en maths, enfin en tout cas tu disais que t'étais à l'école, t'étais pas forcément beau au lycée, J'étais nul en tout en fait. donc t'étais nul en tout, mais t'as quand même réussi. Est-ce que les maths, enfin et la logique, comment t'as fait par rapport à du coup à cette notion, parce que tu parlais tout à l'heure des boucles, des conditions qui sont des bases même en fait du développement informatique. Est-ce que tu te rappelles comment t'avais réussi à faire à l'époque? Surtout le temps de l'IUT, je pense que j'ai pas compris de toute manière. Les trucs qu'on m'expliquait, j'ai appris un peu par cœur. Si tu veux faire ça, tu mets une condition sans chercher à comprendre. Une condition, c'est peut-être un mauvais exemple, c'est quand même un peu... J'ai dû finir par comprendre, mais sur certaines notions, je les ai appliquées bêtement, et puis après, je pense que vous avez dû tout dire déjà, genre, à force de pratiquer, de se poser les questions, soit tu vas essayer d'appliquer bêtement, tu vas galérer et faire des trucs qui fonctionnent pas, soit tu vas essayer de gagner du temps en comprenant comment ça marche et tu vas finir par comprendre. Et après, il y a des genres de paliers, je sais pas si ça vous l'a fait, où quand tu taffes, tu sens certains paliers exploser, ou c'est comme si tu gagnais un niveau, genre. Tu débloques. Ouais, c'est ça. Tu débloques un niveau et tu dis ok, ma compréhension de l'informatique s'est améliorée. Ah, c'est ça, tu saisis un nouveau concept et... Ça. Et tu te sens génial quoi. Ouais, vraiment. Et là, tu sens que... Oui, c'est ça, jusqu'au prochain C'est bug. ça. Mais tu sens que t'es plus... Si tu te retournes à ce moment-là vers les questions que tu te posais, le syndrome de l'imposteur tel que tu le ressentais il y a quelques temps, tu te rends compte que t'as quand même beaucoup progressé possiblement, et possiblement en très peu de temps. Donc ça vaut pour le... Et à un moment donné, t'as une logique informatique qui se met en place. J'ai un cliché numéro 2. Alors, on en a beaucoup parlé sur le fait qu'il faut être passionné. Ça a été pas mal débunké. Je m'adressais à vous deux, Jordan et Samy. Mais on a beaucoup évoqué aujourd'hui que la passion finalement n'est pas une fin en soi. On peut très bien exercer notre activité sans avoir à forcément aimer l'informatique, mais en tout cas en être ardu et se dire que le soir j'ai fini de coder pour mon projet ou pour mon entreprise, mais derrière il faut encore que je continue de coder en rentrant. Pour toi, Jordan, tu cumules plusieurs activités. Tu as une activité d'artiste en tant que chorégraphe, enseignant, danseur, et tu as aussi une activité du coup en entreprise, notamment en cybersécurité aujourd'hui. C'est quoi pour toi la différence entre aimer son boulot et en faire sa passion? Waouh. Ouais, tu t'attendais pas à ça. Après, j'ai un avis assez cynique sur la question. Pour moi, il y a des gens qui disent qu'ils vivent de leur passion. Moi, je ne crois pas en le métier de passion. Parce que pour moi, dès que tu peux faire quelque chose qui te passionne, mais dès lors que ça devient un job, il y a tout un autre aspect. Il y a les contraintes, quand je dis contraintes, des deadlines, la manière dont il faut vivre pour réussir à faire ce que tu dois faire. En fait, il y a plein de contraintes qui viennent s'ajouter, qui font que certaines personnes n'aiment plus au final la passion, le hobby ou la passion qu'ils avaient pour ce qu'ils font à cause de ces contraintes-là. Donc moi je pars du principe qu'il n'y a pas forcément de métier de passion, mais il y a des métiers qui, lorsqu'on fait les pour et les contre, finalement on se dit j'aime bien. J'aime bien, et peut-être que cette chose que tu aimes bien, tu la feras aussi dehors, en dehors de ton 9h à 17h. Peut-être que tu ferais pas... Oui, ça c'est... C'est avec un père. C'est... On est bien ici.
Pardon, j'ai repris l'anglicisme 9 to 5. Yes. Donc peut-être que tu ferais la même chose hors du travail. Peut-être que tu ne ferais pas la même chose, mais tu peux l'aimer comme tu peux ne pas l'aimer. Et donc voilà, moi je fais de la danse et je fais de l'informatique. L'informatique, quand je sors du travail, j'en fais plus. La danse, quand je danse, bon, je danse encore, mais il n'en reste pas moins que des fois j'ai envie de... En fait, j'aime bien le point commun, c'est de créer. Et j'aime bien faire par exemple des mini-jeux vidéo et choses comme ça, qui fait que je dois coder en dehors du travail. Pourtant, l'informatique n'est pas ma passion, je pense. Et donc il y a vraiment ce domaine enfin cette différence entre le travail avec ses contraintes et ce qu'on y fait. Et donc on aime bien être au travail parce que, encore une fois, le côté social, le côté on aime bien ce qu'on fait. Et derrière, à côté, avec un but qui n'est pas forcément pour nous, c'est quelque chose qu'on fait pour une entreprise, pour quelqu'un. Et à côté, ce qu'on aime bien faire pour nous, par nous, pour nous. C'est ça mes deux... c'est ça mes deux situations. Aimer, mais pas forcément par passion. Et le travail, c'est un sujet. Et après, il y a tes activités personnelles. Après, il y a des moments où, du coup, ça peut se rejoindre. Puis d'autres, C'est ça. où, en fait... Moi, je fais la différence entre il y a le travail et il y a ce que je fais pour moi. Je peux aimer le travail, je peux ne pas aimer le travail. Je peux aimer ce que je fais pour moi. En fait, c'est un carré, quoi. Je peux ne pas aimer ce que je fais pour moi. Mais à aucun moment, je vais fusionner le tout en me disant j'ai fait de ma passion mon métier. Parce que je trouve que c'est un grand mot quand même. Beaucoup de pression. C'est un grand mot et c'est mettre une étiquette sur quelque chose qui peut changer. En fait, on change et donc c'est mettre un grand mot. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Et je vis très bien comme ça. C'est ça. Et toi, Samy, qui du coup n'a jamais eu l'ambition de faire carrière dans la tech, ça prouve que du coup, de 1, la passion, c'est pas un socle pour forcément y arriver. Et qu'est-ce qui a fait quand même que de ton côté, en fait, tu sois quand même resté du coup dans ce travail qui n'est du coup pas un job passion? Alors je me suis pas dit dès le début j'ai hâte de changer de métier, je me suis juste pas posé la question sur qu'est-ce que je veux faire dans 5 ans, 10 ans, etc. Je suis arrivé, il y avait la lumière. Au final, c'était quand même intéressant et une fois que j'ai commencé à travailler selon les boîtes, il y en a où c'était vraiment terrible. Enfin, terrible. C'était pas très intéressant. Il y a pire. Et puis après, il y en a où c'était très intéressant parce qu'on avait des collègues sympathiques et la possibilité de progresser, de se former sur le temps de travail du coup. Et donc la soupe est bonne. C'est pour ça que je suis resté essentiellement. En parallèle de ça, j'avais repris des études d'histoire du coup, sans envisager de changer de métier déjà pour aller vers ça, juste par intérêt personnel. Et là, un licenciement économique il y a 1 an et demi fait que je me suis posé la question de ce que je pouvais faire avec l'histoire, que je trouve bien plus intéressante maintenant que l'informatique, mais c'est très récent. Pendant 4 ans, j'ai fait l'histoire à côté de l'informatique en trouvant les deux très intéressants, mais sans que l'informatique empiète sur le reste. Sauf quand il y a des rushs ou des trucs comme ça, mais ça c'est comme dans tous les métiers, je pense aussi. J'ai oublié la question. La question c'était pourquoi être resté aussi longtemps Ah bah il y a quand même une certaine émulation à créer, à résoudre des problèmes. Déjà à comprendre le métier dans mon cas de mon employeur qui était un promoteur immobilier pour lequel on développait une application de gestion des programmes immobiliers du point de vue financier. Et donc il a fallu comprendre des concepts de promotion immobilière qui me sont entièrement étrangers pour résoudre des problèmes. Et ça, chez moi en tout cas, ça crée quand même une certaine émulation, ce qui fait que 1, je m'emmerdais pas au travail, 2, la soupe est bonne parce que les salaires étaient bons,
Et 3, on avait la possibilité de s'améliorer et d'essayer de balayer le syndrome de l'imposteur, en tout cas de le combattre. Et c'est quand même intéressant d'avoir l'impression de progresser. C'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, ça veut dire que au-delà de l'informatique, finalement, toutes les conditions étaient en dehors, parce que c'était la logique métier qui t'a permis d'apprendre comment fonctionnait un secteur. Il y a eu du coup les questions salariales. Et après, la possibilité de continuer d'évoluer, parce que l'entreprise le permettait aussi. C'est étroitement lié à l'entreprise c'est étroitement lié à l'entreprise dans laquelle tu travailles, en effet, puisque à l'inverse, j'ai travaillé dans une boîte où il y avait un dev, c'était loin, c'était bien payé, mais c'était pas, et ça c'était inintéressant, donc alors que c'est le même métier de développeur. Cliché numéro 3, c'est pour tous. C'est sur le profil type. L'homme barbu, blanc, tout ça. Est-ce que le fait que vous sortiez du cliché du dev, de la tech, donc de couleur, pas forcément des geeks, vous êtes des femmes, a compliqué les choses dans votre parcours dans l'obtention d'un job dans le domaine tech? Non, parce que j'ai trouvé une entreprise cool. C'était le Augmentation. moment promotion. On augmente celle-là. Cette fois, c'est vraiment tout pour moi. Allez, salut. Ta formation, t'as quand même eu l'occasion de rencontrer d'autres hommes. Oui, dans ma promo, on se sent, en tant que femme, on était quand même une minorité, pour moi en tout cas. Donc tu sens déjà qu'il y a un truc. Puis moi j'ai l'image de mon frère aussi qui est un peu comme toi, barbu, blanc, passionné. Ah bon? Et lui pour le coup très très geek, et moi vraiment on est très éloignés sur ce point-là, et c'est à ce moment-là où je me disais mais qu'est-ce que je fais là, ils sont tous ils sont pas tous comme moi quoi. Ou moi je suis pas comme eux plutôt. Donc ça m'a remise un peu en question, j'avoue, au début. Après j'estime avoir eu quand même de la chance. J'ai trouvé facilement mon stage ici. Après j'ai trouvé Cool IT pour continuer l'alternance. Ça a pas été, j'ai l'impression, un frein. Plus j'ai l'impression que sur le marché aujourd'hui, c'est les juniors qui sont beaucoup en compétition. Je pense que quelqu'un d'expérimenté peut trouver quand même plus facilement un job aujourd'hui. Donc c'est plus l'aspect junior, je dirais, que je me sente exclue parce que je suis une femme, ou parce que j'ai pas le profil geek. Je pense que ça, j'ai pas trop de soucis avec ça, heureusement. Je n'ai que le syndrome de l'imposteur. Et ça va déjà, ça prend de la place. Petit à petit. C'est déjà pas mal. C'est déjà un énorme poids. Ouais. Florence? Moi, je trouve pas qu'être une femme, ça m'a posé souci. Au contraire. Parce que, justement, il y a une volonté de la région, parce que je crois même que c'est la région Bretagne qui a financé une partie de ma reconversion. Okay. Et au niveau de la région, il y avait une volonté, alors déjà de peut-être numériser la Bretagne dans un premier temps, mais aussi au niveau de féminiser un petit peu le numérique, quoi. Et c'est un peu un avantage entre guillemets, parce que on va dire qu'à compétences égales, les recruteurs ils vont peut-être choisir une femme parce qu'ils n'ont pas de femmes dans leurs équipes, ou très peu. Et aujourd'hui on essaye d'atteindre l'égalité dans les entreprises, donc c'est pas un frein. Après peut-être plus niveau ambiance de travail, ça aurait pu l'être, mais pareil comme Marie, je suis tombée dans une entreprise où il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Non, pour moi c'était pas un frein, c'était pas spécialement embêtant, quoi. C'est mieux, Jordan? J'ai oublié la question. Faudrait qu'elle s'affiche comme ça. C'est le fait de ne pas être une personne, en fait, de ne pas être un homme blanc. Oh. En gros, est-ce que ça a été un frein dans votre reconversion, dans le parcours que vous avez suivi? C'est des choses que vous avez vécues? Moi c'est assez rapide. Comme j'ai dit, école d'ingé,
j'étais un peu, pas alien, enfin, il y avait déjà ce truc de alien dans le sens de communauté, genre devant les PC, j'étais pas trop dans ça. Donc j'arrivais à rencontrer des gens qui avaient à peu près les mêmes, comment dire, qui étaient un peu dans le même sac que moi. Pour le recrutement, je pourrais pas te dire. Je sais pas comment se sont faits j'ai jamais été... Enfin, je sais pas comment les gens m'ont recruté. Ce n'est que parce que j'ai fait mes entretiens et ça s'est bien passé. L'ambiance au travail, j'ai plus eu ce truc de... je faisais partie des juniors parmi les seniors. Donc c'était un peu... ok. Mais ce qui fait que lorsque j'ai rencontré d'autres juniors ou bien d'autres... tu parlais du fait d'être noir, d'autres personnes comme moi, il y avait ce truc de... ah non, ça va. Bye team. Ouais, il y avait cette union un peu, ce truc d'union et donc moi je l'ai vécu comme une bonne chose en fait. Ouais. J'ai pas eu de mauvaises comment dire, des expériences par rapport à ça. Ouais. Et toi Samy? Le truc de se retrouver, c'était je crois qu'on était peut-être 2-3 noirs dans l'UT, c'est-à-dire 3 fois plus qu'il y a de meufs en tout cas en première année. Et en effet, on se faisait un petit signe de tête. Comme ça. Mais pendant bien 6 mois avant de s'adresser la parole. Parce que vous restez des hommes, donc vous n'osez pas parler. C'est peut-être ça. Bon, au final, on est devenus très potes avec un d'entre eux en tout cas, et l'autre il a arrêté. C'est une chance que la fille n'avait pas du coup de pouvoir faire un petit signe de tête, parce qu'elle était toute seule. Pas de signe de tête pour elle. Mais par contre, c'est quelque chose que je pense que plein de gens racisés ont pu vivre dans tous les milieux sans doute. J'ai reçu beaucoup de remarques qui se voulaient humoristiques sur le fait que je sois noir, que ça soit à l'IUT ou par la suite au travail. J'avais mis à l'époque un certain temps à leur dire j'aimerais bien que vous arrêtiez ça de manière très, très gentille. Au final, à l'IUT, ils ont arrêté ils n'avaient pas vu que ça pouvait être blessant. À l'entreprise, ça a été un peu plus compliqué. Il a fallu s'énerver plusieurs fois. Dans la recherche d'emploi, comme dit Jordan, tu sais pas, ils te le disent pas. Je sais pas si ce serait mieux qu'ils le disent, mais en tout cas, tu le sais pas. Je sais que j'ai galéré un certain temps à trouver un travail. Je sais pas si ça a joué, mais à l'époque où c'était un métier d'avenir, je trouvais fou de pas trouver comme ça. Je raconte une anecdote. Ouais. On avait un collègue, appelons-le Jean-Baptiste. On avait un collègue qui s'appelait Jean-Baptiste. Bon, il était pas très socialement un peu inadapté. Il faisait pas de blagues parce qu'on discutait pas. Enfin, il faisait pas de soi-disant blagues parce qu'on discutait pas. Par contre, un mardi matin, j'arrive au travail, j'enlève mon manteau, je lui dis ah Jean-Baptiste, t'as essayé de m'appeler hier, je t'ai pas répondu, tu t'en es sorti. Et j'entends t'inquiète gros. Du coup, je lui fais répéter et il avait pas dit gros, genre. Il avait dit ce que vous pensez peut-être. Le N-word en plein mardi matin, en arrivant au travail. Une dinguerie. Du coup, je lui ai dit qu'on disait pas ça, il s'est pas trop rendu compte de ce qui allait pas. Parce qu'il appelle ses potes comme ça. Donc on s'est écrit, je lui ai envoyé des messages en lui disant que la prochaine fois je portais plainte. Je pense que j'aurais dû porter plainte de suite. Que ça soit en informatique ou dans tous les domaines, on devrait pas avoir à supporter ça. Et c'est porter plainte, ça leur casse les couilles, c'est bien. Genre. Je pense que c'est pas une perte de temps. S'il comprend pas ce qui lui tombe dessus, c'est pas grave, il le fera plus au moins. Je pense que ça vaut aussi peut-être pour les remarques sexistes ou homophobes ou quoi que ce soit. En effet, t'as bien raison quand tu dis de menacer de porter plainte. Si ça coupe court, ça coupe court.
Quoi qu'il arrive, quand même, pour conclure sur ce cliché-là, qui est un des plus complexes, parce que ce qui est derrière quand même important à retenir, c'est que quoi qu'il arrive, il y a toujours une place. Et après, le secteur informatique reste majoritairement masculin, ça c'est un fait. Et après, il faut réussir à casser au fur et à mesure finalement ce cliché et de le transformer. Comme on disait, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grosse bataille du côté des juniors, donc on espère la compétence qu'ils gagnent, mais bon, c'est pas tout le temps le cas. Si je peux juste ajouter, pardon. Vas-y. Je peux juste ajouter un truc, c'est que par la suite, on a entendu au quotidien, à part cet événement qui est quand même un peu unique en son genre. Enfin, j'espère pour tout le monde, en tout cas, ça a été pour moi un événement unique. Pour ce qui est de remarques sexistes, homophobes, des trucs, des micro-agressions qu'on peut subir sur ce genre de sujet, ou que vous pouvez subir sur ce genre de sujet dans mon entreprise. En tout cas, j'ai toujours gueulé et après ça s'arrête. Donc faut pas hésiter à prendre la parole pour en parler. Des fois, ils croient que c'est drôle. Ils ont juste pas pensé que ça pouvait être blessant, j'ai l'impression en tout cas, et en tout cas dans l'expérience que j'ai eue, ils ont pu l'entendre. Je vais passer à la rubrique suivante, qui s'appelle le CTRLZ, la rubrique fail. Là, l'objectif, c'est que vous puissiez partager une anecdote drôle, ou un peu what the fuck, que vous auriez vécu dans votre métier, Florence. Moi, c'était pas vraiment dans mon métier, du coup. C'était plus au moment de me reconvertir. C'était pendant les cours. Et pendant les cours, en fait, on avait régulièrement des évaluations, quoi. Et puis c'était toujours les mêmes qui venaient se vanter que c'était simple, c'était facile, là il suffisait de faire ci, il suffisait de faire ça. Et puis en fait ces gens-là, on se rend compte sur le long terme qu'ils ont l'air de trop se débrouiller, d'assurer à fond et tout. Toi tu te dis mais waouh, mais moi je galère, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais. Comment ça se fait que lui il arrive si bien et tout. Enfin, t'as l'impression que du coup t'es pas fait pour ça. Et en fait tu te rends compte quand les masques tombent ou à l'occasion de des résultats ou même d'un travail en commun, que ces gens-là en fait ils bitent rien ce qu'ils font, ils comprennent. Ils te font du copier-coller, ils vont aller te parler avec ChatGPT, et en fait quand tu leur demandes d'expliquer ce qu'ils ont codé, ils sont incapables de se répondre, voire même ils te disent des bêtises aussi grosses qu'eux, quoi. Et t'es là et d'un coup le syndrome de l'imposteur disparaît totalement. Et là tu fais ok. Donc en fait c'est que de la gueule, quoi. Mais du coup faut justement jamais se laisser impressionner entre guillemets tant que tu vois pas vraiment ce que la personne est capable de faire. Faut le laisser parler et puis faut pas trop se comparer en fait. Merci pour ce retour d'expérience. Voilà. Et il est permanent celui-ci, notamment dans l'informatique. Moi j'en ai une. Quand j'ai commencé à travailler, j'étais en stage. D'ailleurs, on m'a envoyé en stagiaire dans une mission en me faisant passer pour un vrai consultant. J'en parlerai dans mon TED Talk. Ça a bousillé ma première expérience, mes 6 mois, parce que y a ce truc de on rencontre les gens, on se découvre. Moi, je me taisais parce que fallait pas que je dise je sors d'école. Mais du coup, j'ai fait mes 6 premiers mois, et en fait, mon travail, c'était rapidement, j'ai oublié comment ça s'appelait, mais je faisais le lien entre les équipes de dev et toutes les équipes IT qui géraient les applications et les serveurs, et les équipes, tout ce qui était SSI, qui regardaient des résultats d'audit et disaient voilà, la liste des choses a changé. Donc mon travail, c'était de prendre cette liste de choses, parler avec les équipes de dev pour leur dire, ou au moins leurs représentants pour leur dire voilà ce qu'il faut améliorer, on met une deadline, on s'organise. Et ça, en fait, j'avais beaucoup. Ça a commencé avec peut-être 3 contacts, 4 contacts. Au fil du temps, j'en ai eu une centaine.
Et donc, je mettais un petit message, voilà, liste, là. Et souvent, je n'avais pas l'information de qui je devais contacter, donc je devais prendre l'information sur leur application de GRC, qu'ils appellent ça comme ça. Donc, je mettais, au bout de 6 mois, enfin 3-4 mois, une fois que tu as compris, tu ne réfléchis plus, tu prends t'as ton message template, hop, tu prends l'information, tu mets la liste des personnes, souvent tu le mets en copier, comment on appelle ça? C'est Black CC, les trucs cachés comme ça. Et donc je faisais mon travail comme ça sans plus réfléchir. Je me suis dit, bah, c'est trop bien ce job, il est trop simple, c'est la planque finalement. Et il se trouve qu'un jour, dans la liste des personnes que j'ai topées, il y avait pas mon N+1, mais mon N+2. On était dans une grande boîte, il n'y avait pas cette proximité avec le N+1 déjà pour le voir. J'avais mon manager au-dessus de moi, après il y avait mon N+1, après il y avait le N+2. Donc c'est quelqu'un, il ne faut pas lui parler. Et en fait je lui disais, voilà une liste de trucs, allez les corriger s'il vous plaît. Il l'a fait. Et du coup, c'est très mal passé parce que c'était pas comme je disais, c'était un grand groupe, c'était pas une société... en mode, je vais voir le N+2, on va manger ensemble, ça va être trop bien, non. J'ai envoyé ça comme ça. Il a transféré le mail à mon N+14. à mon N+1 en mettant 3 points d'interrogation, juste pourquoi je reçois un message d'un moldu. Et c'est revenu à mon manager, et donc c'est revenu à moi. C'était mon premier, j'étais encore en stage. Et donc, comme on parlait de tout le côté... est-ce que je mérite d'être là, etc. On m'a fait une réunion pour me dire comment as-tu pu comment as-tu pu faire ça quoi. Et je me suis senti vraiment très mal. C'était horrible. Mais il ne s'est rien passé au final, ça allait, mais on m'a dit fais attention les prochaines fois. Et c'est marrant parce que dans mon dernier job, ma dernière mission que j'ai quittée, j'ai refailli faire la même chose, mais j'ai repensé à moi qui avait commencé. Sauf que là, j'avais mis le directeur général j'étais à la BNP, et j'ai fait, on va voir qui c'est d'abord. Et du coup, j'ai très enlevé le truc. Voilà, donc du coup, apprenez de vos erreurs. Et voilà, tête devant l'ordi, mais il y a encore le côté social qui joue. Enfin, voilà, c'est un... Ça me fait rire maintenant. Mais voilà. Ils ont dû organiser une réunion aussi pour te le dire. Ouais, avec le temps, avec le recul, je me dis que ça va. Enfin, ça aurait pu être juste une conversation à machine à café. Oui, au fait, non, c'était... Il y a des groupes qui sont très... un peu susceptibles quand même. Très, très fermés. Il y a vraiment ce truc de hiérarchie à respecter. Et tu ne dois pas t'adresser au N+2. Attends. Ouais. Émotion. Ah ouais. Mais voilà. Moi, ça m'aidera pas à trouver un travail, je pense. Mais on a une base de données comme tout le monde, une base de données en local. On a une base de données en local sur laquelle on travaille, on fait n'importe quoi, on la casse. On a les accès pour les bases de données des environnements de dev et tout. Et on a on avait un accès pour la base de prod aussi, qui était un accès d'admin. Du coup, j'avais fait en sorte, pour éviter de confondre les deux accès et modifier des données qu'il ne faudrait pas modifier, j'utilisais 2 logiciels de gestion de base de données, un pour le local et staging, et un pour la prod. Et je ne sais pas pourquoi, je faisais mon petit micmac habituel, télécharger la base de prod pour me mettre une base pleine en local, ce qui est déjà un problème parce que du coup j'ai les informations des utilisateurs de prod. Mais bon, ça se faisait comme ça. Et une fois que c'est fait, je supprime la base de données locale pour importer la base de prod en local. Sauf que j'ai supprimé la base de prod en prod. Que par chance, je venais de télécharger du coup pour la mettre en local. Donc on a perdu 5 minutes de travail, mais on a dû quand même faire une communication. Étonnamment, ils m'ont pas fait de réunion parce qu'apparemment c'était moins grave qu'écrire au L+2. Mais du coup, un conseil mettait des accès différents pour les gens qui sont pas censés
modifier la base de prod ou la supprimer. Enfin, faites de la sécurité dans vos boîtes. Ou suggérez-le, ça vous vaudra des bons points auprès de la hiérarchie. Je passerai pour un expert en sécurité. Là-dessus, j'ai un retour d'expérience qui rejoint un tout petit peu celui-ci, mais qui est un peu, c'est toujours en lien un peu avec le syndrome de l'imposteur, le fait qu'on ait toujours l'impression qu'il faut qu'on soit parfait, et qu'on ne fait jamais d'erreur. Mais j'ai eu une activité de freelance pendant 10 ans, et à une époque, je m'occupais de gérer le site de Toyota Occasion France. Et à l'époque, il cartonnait ce site, c'était des milliers d'utilisateurs par minute, il y avait du monde en permanence, il fallait pas qu'il tombe, absolument jamais. Et de temps en temps, on me demandait, je ne faisais rien sur ce site. Vraiment, c'était extrêmement bien. Sauf que les moments où je faisais mes modifications, je plantais à chaque fois le serveur de prod. C'est-à-dire qu'on faisait une modification, c'était du texte. Enfin, on n'était pas sur un algo extrêmement poussé. Et je réalisais la mise à jour. Moi, je l'envoie, c'est bon, je repars sur ma petite journée tranquillou. Je suis chez moi. J'attends de recevoir un mail pour savoir ce que je dois faire après. Et là, je reçois un message, le site est down, il fonctionne plus, tous les utilisateurs peuvent plus acheter des voitures d'occasion chez Toyota. Et j'avais systématiquement la même réponse de « Oh, c'est bizarre. Je sais pas ce qui s'est passé, mais peut-être le serveur qui a un problème. Bon, je redémarre, on va voir. » Je corrigeais l'erreur, qui était de mon fait déployée 2 secondes avant parce que j'avais pas du tout testé, juste à envoyer mon code. Donc si vous posez un jour des questions sur le syndrome de l'imposteur... Vous êtes peut-être un imposteur. Vous l'êtes sûrement. Peut-être un imposteur, en fait. C'est le thème de ce podcast. Vraiment, ce podcast. Et on peut avoir fait autant d'études qu'on veut et dans l'informatique depuis très longtemps. Il y a des erreurs comme ça entre la production qui tombe, on écrit N+2. J'aimerais dire à Madame Blussac de France Travail que c'était il y a très longtemps. Par contre, si j'ai du mal à retrouver un travail, je vais ici. J'ai trop parlé. Est-ce que Marie, toi, tu avais quelque chose où on passe Ça m'est pas venu. C'était pas venu. Non. On en parlera plus tard. J'ai pas envie de raconter. Ah ouais? Je tomberai pas dans le panneau, ok. En fait, c'est une mise en scène depuis tout à l'heure. On passe sur la dernière rubrique, bien plus courte. Là, c'est ce qu'on a appelé la side quest. La rubrique Rococulture, en gros, avec le thème aujourd'hui du métier de développeur, du debunk autour du développeur. Et c'est surtout, est-ce que aujourd'hui vous avez des recos à fournir du coup aux personnes qui écouteraient ce podcast pour les aider un petit peu à se dire ok, j'ai écouté un peu tout ce qui a été dit aujourd'hui, moi ça répond pas forcément à mes questionnements parce qu'on n'a pas forcément évoqué tous les sujets autour du métier de développeur et des idées qu'on peut s'en faire, mais est-ce que vous avez des sources, on mettra les liens en commentaire du podcast, mais est-ce que vous avez des sources, que ce soit des vidéos, des chaînes, des podcasts, des écrits, n'importe quoi, que vous pourriez vouloir partager? Marie? Oui, je parlais tout à l'heure du fait que j'avais appris un peu par moi-même HTML, CSS pour voir ce que c'était et si j'aimais ça au moment de ma reconversion. Et il y a un site qui est super, ça s'appelle GraphiCart, avec un formateur qui vient de Montpellier et qui est super. Il a un petit accent très sympathique. Non, il est hyper pédagogue et on peut apprendre un tas de techno dessus. Donc si ce podcast est écouté par des personnes qui connaissent pas l'informatique et qui ont envie de le tester par eux-mêmes, c'est super. C'est des petits tutos très pratiques. Et même de manière générale, les personnes qui cherchent un peu leur voie ou autre, j'ai pas forcément de ressources de sites ou quoi, mais c'est plus d'essayer de se questionner plus largement sur ce qu'ils aiment, sur leurs aspirations, un peu ce que je disais, les cases à cocher. Souvent, quand on est dans le cursus scolaire, on nous pousse vers des
des qui vont assez milieux loin aussi, mais ils sont pas on n'a pas trop forcément complexes à choisi comprendre parce que la soi, personne et explique donc vachement bien. si c'est possible de se forme de poser ces podcast, questions-là c'est le avant code d'y être, barrage. vraiment je trouve que c'est vraiment pas mal. Enfin, j'aurais aimé qu'on me le en dise gros, c'est de la peut-être, vulgarisation de concepts informatiques. avant que j'aille faire Et, un c'est master vraiment bien en fait. marketing. Enfin, Et voilà. ça permet de comprendre pas mal de choses, même quand on voilà. ne connaît pas Pour mes forcément recos. trop. Et je trouve ça super intéressant pour, comme une première approche dans l'informatique. Après, il y a certains épisodes qui sont un petit peu plus ardus que d'autres, mais des fois, ça peut être une bonne première source. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Marie à propos de rechercher un peu son orientation, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'il faut s'interroger. En fait, il faut choisir son métier pour soi et pas pour les autres. Donc on oublie le regard des autres, on oublie ses propres préjugés, on oublie son éducation et ce que ses parents aimeraient bien nous faire faire. Et on choisit pour soi. Et personnellement, ce qui m'a vachement aidée comme question, c'est des trucs du style qu'est-ce que je peux passer des heures à faire sans jamais voir le temps passer ? Voilà. Et quand j'ai répondu à cette question-là, c'est un peu le domaine de l'informatique qui s'est ouvert. Qui s'est présenté derrière. Voilà. Jordan, t'as une reco ? C'est une vision super académique de l'apprentissage. J'ai pas de trucs super qui vont vulgariser les trucs ou bien écouter un peu comme ça. J'aime bien Udemy. Je pense que c'est assez connu. S'il y a un sujet, c'est là-bas. Souvent, c'est payant. C'est pas très cher, mais ça reste payant pour apprendre certaines choses. Et sinon, j'ai quoi ? Je suis aussi un grand collectionneur. En fait, je peux me lever un jour et me dire tiens, je vais apprendre ça. Et je vais prendre plein d'informations sur ce truc-là. Et je vais me dire, je vais lire ça un jour. Je ne le lis pas. Donc, pour ça, je fais ça avec des jeux vidéo aussi. Il y a Humble Bundle qui font des paquets de jeux vidéo, mais ils font des paquets de trucs pour apprendre certains sujets. Genre, ils vont appeler ça pack développeur et ils vont te donner une vingtaine de formations que tu auras à 5 € au lieu de 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20. Donc, c'est des trucs super utiles si vous voulez avoir un amas d'informations pour ensuite choisir ce que vous voulez apprendre à la maison quand vous voulez. Mais c'est super académique par contre. Ça va être des PowerPoint avec souvent des tests aussi derrière, des QCM ou des trucs qui vous préparent à la certification. Donc voilà. Merci à tous. Du coup, on passe à la conclusion. Conclusion que du coup, on va adresser. Envoyer un message aux étudiants qui écoutent, ou en tout cas étudiants en devenir, et aux personnes qui sont en période de doute, qui peuvent très bien songer à une reconversion par exemple. Et ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez répondre du coup à cette question, c'est si vous aviez un message pour quelqu'un qui hésite à s'orienter vers la tech, qu'est-ce que vous lui diriez ? J'aurais tendance à dire que la tech, c'est pas que de la tech. Donc plutôt que se concentrer sur la tech, concentre-toi sur ce que tu aimes faire et comment tu es, et tu verras un truc dans la tech qui va correspondre à toi, qui va te correspondre. Je pense que tu peux trouver quelque chose dans la tech selon qui tu es. Et d'aller rencontrer les gens qui font ce métier-là. Parce que je trouve qu'on peut facilement se faire une idée préconçue d'un job, alors que tant qu'on ne le vit pas, parfois on passe à côté de peut-être 90% du travail. Comme tu disais, par rapport aux passions qui n'en sont pas vraiment quand on travaille, métier passion, parce qu'il y a plein de choses autour. Et d'aller faire des stages, d'aller rencontrer des professionnels, hyper important pour moi. Moi, je pense que vous avez tout dit. Hein. Ouais, choisir quelque chose qui nous plaît à nous et tester effectivement en conditions réelles ou se renseigner sur comment ça se passe en conditions réelles, c'est hyper important aussi, effectivement. Je dirais c'est normal de galérer un peu au début. Chaque mission, elle est particulière entre le métier, les technos, les technos au sens large et tout. C'est normal de galérer, ça viendra à un moment, genre. Et puis de toute manière, c'est qu'un métier,
faut pas s'y... Enfin, on est tous un imposteur. J'ai connu des devs qui sont extraordinaires, qui se croient extrêmement nuls. Donc c'est pas grave, ça va aller. Moi j'ajouterais que du coup on n'a pas besoin d'être un homme blanc, barbu, doué en maths, passionné, timide ou introverti et fan de Star Wars pour s'intéresser à l'informatique. C'est à tout ce qu'on retrouve à l'intérieur. Je pense que vous êtes la preuve que on peut soit avoir aimé, soit avoir quitté, soit le découvrir, mais en tout cas on arrive à trouver des choses qui soit nous plaisent ou nous plaisent pas. Mais c'est comme n'importe quel métier, ça reste un métier qui déjà se veut social, parce qu'on l'oublie parfois, mais qui demande après à être appris et qui nécessite en fait ce que avec de la chance on tombe sur les bonnes personnes avec qui travailler, d'autres parfois c'est moins le cas, mais en tout cas qui demande à ce que ça puisse être testé et de pouvoir aller jusqu'au bout. Merci à tous. C'était un super podcast. Merci à Merci. toi. Merci d'avoir participé du coup à Take It Easy, le podcast de Cool IT. Et surtout, restez cool.